La chaleur de New York en ce mois d'août 2019 pesait lourdement sur les murs de béton du Metropolitan Correctional Center. Au fond de l'aile de haute sécurité, un homme attendait son destin dans une cellule exiguë et étouffante. Jeffrey Epstein, le milliardaire aux secrets les plus sombres du monde, ne savait pas encore que cette nuit serait sa dernière. Les protocoles de sécurité les plus stricts du pays allaient mystérieusement s'effondrer en l'espace de quelques heures. Il est exactement 22 heures lorsque les gardiens effectuent leur dernière ronde officielle devant la cellule 39. Dans le couloir silencieux, le bruit des verrous résonne comme un glas définitif sur son avenir judiciaire. Normalement, Epstein aurait dû faire l'objet d'une surveillance anti-suicide constante après un incident précédent en juillet. Pourtant, pour des raisons encore inexpliquées, cette protection vitale avait été levée seulement quelques jours auparavant. Son compagnon de cellule est transféré brusquement ce soir-là, laissant Epstein totalement seul dans l'obscurité. À minuit, les 2 caméras de surveillance couvrant le couloir tombent soudainement en panne de manière synchronisée. Le centre de contrôle ne voit plus rien, laissant un angle mort total sur la porte du détenu le plus célèbre du monde. Les gardiens chargés de la surveillance s'endorment à leur poste de travail pendant près de 3 heures consécutives. Dans le silence de la prison, aucun cri ni aucun bruit de lutte ne semble avoir franchi les murs épais. Le temps s'étire alors que les secrets d'État et les noms de puissants complices semblent s'évaporer dans la nuit. Au petit matin, vers 6h30, l'alerte est enfin donnée par un gardien qui vient de se réveiller en sursaut. Le corps d'Epstein est découvert inanimé, gisant au sol dans une position qui soulève immédiatement des doutes. Les secours s'activent frénétiquement dans les couloirs étroits pour tenter une réanimation désespérée. Le milliardaire est transporté d'urgence à l'hôpital de New York, mais les médecins ne peuvent que constater son décès. L'autopsie révèle des fractures multiples de l'os hyoïde, une caractéristique souvent associée aux strangulations manuelles. Pourtant, la version officielle conclut rapidement à un suicide par pendaison à l'aide d'un drap de lit. L'opinion publique s'enflamme immédiatement, refusant de croire à une telle succession de coïncidences fortuites. Qui aurait eu intérêt à ce que Jeffrey Epstein ne témoigne jamais devant un grand jury ? La liste de ses contacts incluait des présidents, des princes et les plus grands noms de la technologie mondiale. Sa mort semble avoir verrouillé à jamais les portes d'un coffre-fort contenant des secrets explosifs. Pour comprendre cette fin tragique, il faut remonter aux origines d'un homme qui a bâti son empire sur le chantage. Comment ce simple fils d'employé municipal est-il devenu l'homme le plus connecté de la planète ? Jeffrey grandit dans une famille modeste de Brooklyn, montrant très tôt des capacités exceptionnelles pour les mathématiques. Sans aucun diplôme universitaire, il parvient pourtant à intégrer la prestigieuse Dalton School comme professeur. C'est ici, au milieu des enfants de l'élite new-yorkaise, qu'il commence à tisser ses premiers liens avec le pouvoir. Mais déjà, des rumeurs sur son comportement inapproprié avec les jeunes élèves circulent dans les couloirs feutrés. Le directeur de l'école finit par le renvoyer, mais au lieu de s'effondrer, Epstein rebondit dans la finance. Il rejoint la banque d'investissement Bear Stearns, où il gravit les échelons à une vitesse stupéfiante. Ses collègues de l'époque le décrivent comme un homme manipulateur capable de charmer n'importe quel client fortuné. Il se spécialise rapidement dans la gestion des fortunes des ultra-riches, devenant un intermédiaire indispensable. Mais son véritable talent résidait dans sa capacité à collecter des informations compromettantes sur ses alliés. Chaque faveur rendue était une dette contractée, un levier qu'il utiliserait plus tard pour se protéger. Sa cellule au MCC n'était que le dernier chapitre d'une vie passée à manipuler les leviers du monde. Les enregistrements de ses derniers appels téléphoniques suggèrent qu'il se sentait trahi par ses anciens amis. Quelque chose s'est passé dans cette cellule durant ces heures de silence électronique total. Le rapport officiel ne mentionne jamais la présence d'un mystérieux visiteur aperçu par un détenu voisin. Un homme vêtu d'un uniforme noir, sans badge apparent, qui serait entré dans le secteur juste avant la coupure des caméras. Alors que le monde pleure ses victimes et exige justice, une question demeure, Epstein est-il vraiment mort seul ? Pour comprendre la chute brutale de Jeffrey Epstein, il faut d'abord retourner là où tout a commencé, dans les rues grises de Brooklyn. Né en 1953, Jeffrey grandit dans une famille modeste où l'ambition est le seul véritable moteur de survie. Son père, employé au parc et jardin, lui inculque très tôt une discipline stricte et un désir de s'extraire de sa condition. Très vite, le jeune homme se distingue par une intelligence fulgurante, particulièrement dans le domaine des mathématiques. Cependant, son parcours académique reste marqué par des zones d'ombre et une instabilité surprenante. Il fréquente le Cooper Union, puis le Courant Institute, mais ne décroche finalement aucun diplôme universitaire.
Malgré ce manque de qualifications officielles, il parvient à s'immiscer dans des cercles d'influence inaccessibles au commun des mortels. En 1974, par un coup de chance ou une manipulation habile, il obtient un poste de professeur à la prestigieuse Dalton School. Cette institution d'élite accueille les enfants des familles les plus puissantes de Manhattan. Comment un homme sans diplôme a-t-il pu enseigner la physique et les mathématiques dans un tel établissement? La réponse réside dans sa rencontre avec Donald Barr, le directeur de l'école et père du futur procureur général William Barr. À Dalton, Epstein ne se contente pas d'enseigner, il commence à observer les rouages du pouvoir et de la richesse. Ses méthodes d'enseignement sont décrites par ses anciens élèves comme excentriques, voire dérangeantes. Il instaure une atmosphère de compétition malsaine, favorisant certains élèves tout en humiliant d'autres. Déjà, des rumeurs circulent sur son comportement inapproprié avec de jeunes étudiantes. Pourtant, personne n'ose contester l'autorité de ce jeune prodige autoproclamé. Il comprend rapidement que la connaissance n'est rien sans les connexions sociales. C'est à cette époque qu'il rencontre les parents de ses élèves, des cadres influents de la finance mondiale. Son charme et son assurance fascinent ceux qui cherchent un esprit vif pour gérer leurs actifs. Mais en 1976, sa carrière dans l'enseignement prend une fin abrupte et inexpliquée. Officiellement, il démissionne pour poursuivre d'autres opportunités, mais le malaise persiste. Sans emploi et sans diplôme, Epstein ne tarde pas à rebondir dans un monde encore plus impitoyable. Il est recruté par Bear Stearns, une banque d'investissement majeure grâce à l'influence d'un parent d'élève. Son manque de formation financière classique ne semble pas être un obstacle pour ses nouveaux employeurs. Au contraire, sa capacité à manipuler les chiffres et les gens fait de lui un courtier redoutable. Il gravit les échelons à une vitesse record, devenant associé en seulement quelques années. C'est dans cette jungle de béton qu'il apprend l'art de la dissimulation et de l'optimisation fiscale. Il commence également à se constituer un carnet d'adresses qui fera plus tard trembler les plus grands de ce monde. Mais le succès d'Epstein chez Bear Stearns s'arrête net suite à des irrégularités internes. Il est invité à quitter la firme, emportant avec lui des secrets et une ambition décuplée. Au lieu de s'effondrer, il fonde sa propre société de gestion de patrimoine pour les milliardaires. Sa règle est simple, il n'accepte que des clients dont la fortune dépasse le milliard de dollars. C'est à ce moment précis qu'il commence à tisser la toile d'araignée qui emprisonnera tant de victimes. Il s'installe dans un immense appartement de l'Upper East Side, symbole de sa réussite insolente. Les fêtes qu'il organise deviennent le passage obligé pour quiconque veut compter à New York. Derrière les sourires de façade, un système de chantage sophistiqué se met doucement en place. Epstein n'est plus seulement un financier, il devient un courtier en informations compromettantes. Mais pour que son plan fonctionne, il lui manque une pièce maîtresse, une alliée capable de naviguer dans la haute société européenne. Cette alliée, il va la trouver en la personne de Ghislaine Maxwell, la fille déchue d'un magnate de la presse. Alors que leur rencontre scelle un pacte diabolique, une ombre bien plus vaste s'apprête à recouvrir l'île de Little St. James. L'ombre qui s'étendait sur Little St. James trouve sa source bien des années plus tôt dans les gratte-ciel de Manhattan. Jeffrey Epstein ne se contente plus de son modeste poste de professeur et vise désormais le sommet de la pyramide sociale. Il parvient à s'introduire chez Bear Stearns en mentant effrontément sur son curriculum vitae. Ses supérieurs remarquent vite son talent inhabituel pour manipuler les chiffres et les hommes. En un temps record, il gravit les échelons pour devenir associé junior au sein de la prestigieuse firme. Cependant, des irrégularités financières commencent à attirer l'attention des régulateurs internes. Plutôt que de risquer le scandale, Epstein choisit de quitter Bear Stearns pour fonder sa propre structure de conseil. C'est à cette époque charnière qu'il commence à fréquenter les cercles les plus exclusifs de l'élite européenne. Il fait alors la rencontre du puissant Robert Maxwell, un magnate de la presse aux relations internationales tentaculaires. Maxwell est un homme craint, possédant des journaux et des secrets sur les deux rives de l'Atlantique. Epstein comprend immédiatement que Maxwell est la clé qui lui ouvrira les portes du pouvoir absolu. Le magnate voit en ce jeune financier un outil parfait pour gérer des fonds opaques hors de portée, des regards indiscrets. Leur collaboration s'intensifie autour de transactions financières complexes impliquant des banques offshore. Robert Maxwell introduit Jeffrey auprès de diplomates, de chefs d'État et de membres de la royauté. C'est durant ces réceptions privées que les premiers jalons d'un réseau d'influence occulte sont posés. Des rumeurs circulent déjà sur les méthodes peu orthodoxes que Maxwell utilise pour maintenir son empire à flot. Epstein, loin d'être effrayé par ces zones d'ombre, semble s'en nourrir pour accroître sa propre emprise. La relation entre les deux hommes dépasse bientôt le simple cadre des affaires pour devenir un mentorat sombre.
En coulisses, Maxwell est au bord de la faillite et pioche illégalement dans les fonds de pension de ses employés. Epstein aide à dissimuler ses mouvements de fonds à travers un labyrinthe de sociétés écrans. C'est par ce biais qu'il apprend l'art de rendre l'argent invisible aux yeux de la justice. Au milieu de ce chaos financier, Epstein fait la connaissance de la fille préférée de Robert, Ghislaine Maxwell. Ghislaine possède un carnet d'adresses royales et une loyauté sans faille envers son père déclinant. Jeffrey réalise immédiatement le potentiel de cette héritière déchue pour ses ambitions futures. En novembre 1991, la nouvelle tombe, Robert Maxwell disparaît mystérieusement de son yacht au large des îles Canaries. Sa mort brutale laisse un empire en ruine et des questions sans réponse sur un possible assassinat. Alors que la famille Maxwell s'effondre sous le poids des dettes, Epstein reste étrangement calme. Il devient le roc sur lequel Ghislaine s'appuie pour fuir le scandale londonien. Ensemble, ils s'installent à New York pour bâtir une nouvelle forme de puissance, loin des lois classiques. Epstein ne se contente plus de gérer l'argent, il veut désormais gérer l'influence par le chantage. Il acquiert un immense hôtel particulier sur la 71e rue, la plus grande résidence privée de Manhattan. Ce lieu devient le quartier général d'une opération de séduction visant les hommes les plus puissants du globe. Epstein commence à financer des laboratoires de recherche et des universités pour s'acheter une respectabilité scientifique. Sa fortune, dont l'origine reste floue, semble croître de manière exponentielle. Il se lie d'amitié avec Leslie Wexner, le milliardaire derrière Victoria's Secret, obtenant une procuration totale sur ses biens. Ce transfert de richesse inexpliqué lui donne les moyens financiers de réaliser ses pulsions les plus sombres. Ghislaine Maxwell commence alors à recruter de jeunes femmes pour peupler les résidences d'Epstein. Le réseau s'étend désormais sur plusieurs continents, de Paris à Palm Beach. Les leçons apprises auprès de Robert Maxwell sont maintenant appliquées avec une précision chirurgicale. Mais alors que l'argent coule à flot, un premier témoignage de victime s'apprête à faire vaciller ce château de cartes. Après la mort de Robert Maxwell, Jeffrey Epstein trouve en sa fille Ghislaine bien plus qu'une simple héritière en détresse. Elle possède les clés des salons les plus fermés de Londres et de New York que l'argent seul ne peut acheter. Ensemble, ils scellent un pacte qui va transformer les pulsions d'un homme en une machinerie industrielle. Ghislaine devient le visage rassurant, celle qui approche les cibles sans éveiller les soupçons. Le système commence par des promesses de bourses d'études et de carrière dans le mannequinat. Il cible les quartiers modestes, là où le besoin d'argent rend la vigilance moins acérée. Epstein finance l'opération tandis que Maxwell gère la logistique humaine avec une précision militaire. Chaque jeune fille recrutée doit en amener d'autres pour toucher une commission. C'est un schéma pyramidal appliqué à l'exploitation humaine la plus vile. Les massages deviennent le prétexte systématique pour franchir les premières barrières physiques. Epstein exigeait que tout soit documenté, créant une base de données de la honte. Ghislaine installe son quartier général dans la maison de ville de New York, un bunker de luxe. Les rumeurs commencent à circuler dans les cercles restreints, mais le silence est acheté au prix fort. Epstein ne se contente pas de sa propre satisfaction, il veut devenir indispensable aux puissants. Il comprend que l'information et le chantage sont des monnaies plus précieuses que l'or. Maxwell recrute alors du personnel de maison dévoué et discret, souvent étranger. Chaque employé signe des accords de confidentialité d'une sévérité absolue. Les vols entre Palm Beach et New York se multiplient, transportant des cargaisons de secrets. Le carnet noir d'Epstein commence à se remplir de noms qui dirigent le monde. Ghislaine utilise son charisme pour rassurer les parents des victimes, se faisant passer pour une mentor. En réalité, elle gère un inventaire humain dont la valeur dépend de la jeunesse. Les victimes décrivent une atmosphère de surveillance constante, même dans les moments d'intimité. Jeffrey Epstein observe son empire s'étendre depuis son bureau de St. Thomas. L'achat de l'île Little St. James offre le sanctuaire parfait pour l'impunité totale. Ghislaine supervise les travaux de construction, incluant des structures au design mystérieux. Ce temple bleu et or devient le symbole visuel de leur déviance organisée. Maxwell s'assure que les filles ne parlent jamais entre elles de ce qu'elles subissent. Elle leur fait croire qu'elles sont spéciales, uniques, pour mieux les isoler de leur famille. Le réseau s'internationalise avec des rabatteurs actifs à Paris et à Londres. Jean-Luc Brunel devient un allié clé pour l'approvisionnement en provenance d'Europe. Epstein traite ces connexions comme des transactions d'actifs financiers de haute volée. Les archives montrent des centaines de noms de mineurs traversant les frontières. Maxwell gère les crises internes avec une froideur qui glace même ses subordonnés. Elle est le rempart entre Epstein et le monde extérieur, protégeant son investissement.
Mais alors que l'Empire s'étend, une première victime décide de briser le silence. Maria Farmer dénonce les agissements dans la propriété de Wexner dans l'Ohio. Epstein et Maxwell utilisent immédiatement leur contact au FBI pour étouffer l'affaire. La plainte est classée sans suite, renforçant leur sentiment d'invulnérabilité. Ils pensent désormais être au-dessus des lois des hommes. Pourtant, à Palm Beach, un simple appel à la police va déclencher une réaction en chaîne incontrôlable. Malgré les premiers murmures à Palm Beach, Jeffrey Epstein continue d'étendre son emprise sur le monde. Son empire immobilier devient le théâtre d'une logistique millimétrée. Au centre de ce dispositif se trouve le Boeing 727 privé, rapidement surnommé le Lolita Express. Ce n'est pas seulement un avion, c'est un territoire hors de toute juridiction internationale. À l'intérieur, le luxe est conçu pour anesthésier la conscience des passagers prestigieux. Des caméras dissimulées enregistrent chaque mouvement, chaque faiblesse, chaque secret. L'avion relie Manhattan, Paris, le Nouveau-Mexique et les Caraïbes. Chaque destination possède sa propre infrastructure dédiée au réseau. Mais c'est l'île de Little St. James qui reste le joyau le plus sombre de sa couronne. Les locaux l'appellent l'île de la débauche, un lieu où les lois humaines semblent s'effacer. Les registres de vol révèlent des noms qui font trembler les chancelleries mondiales. Des politiciens, des scientifiques et des membres de familles royales ont tous emprunté ses ailes. Epstein utilise ses voyages pour tisser une toile de dettes morales et de chantage potentiel. Pour les jeunes filles recrutées, l'avion est le début d'un voyage sans retour vers l'exploitation. Elles sont transportées comme de simples marchandises entre les différentes résidences. À New York, sa demeure de la 71e rue est la plus grande résidence privée de Manhattan. Les murs y sont couverts d'œuvres d'art troublantes et de miroirs sans teint. Le personnel a pour consigne de ne jamais poser de questions sur les allées et venues. Au Nouveau-Mexique, le ranch Zorro s'étend sur des milliers d'hectares de désert. Des hangars massifs et des structures souterraines y auraient été construits. Epstein y rêvait de créer une base pour ses projets transhumanistes les plus fous. Partout où il va, l'argent achète le silence et la complicité des autorités locales. Mais le système commence à montrer des signes de fatigue sous le poids de ses propres excès. Ghislaine Maxwell supervise l'intendance de cet empire avec une précision militaire. Elle est le pont entre le monde du crime et la haute société britannique. Le réseau de recrutement s'intensifie, utilisant des promesses de carrière dans le mannequinat. Des centaines de jeunes filles tombent dans le piège tendu par ce duo maléfique. Les vols vers l'île se multiplient, transportant des cargaisons humaines de plus en plus jeunes. Les factures de maintenance de l'avion montrent des dépenses astronomiques en service de sécurité. Sur l'île, les gardes armés patrouillent les côtes 24 heures sur 24. Le Temple Bleu, avec son dôme doré, devient l'épicentre des rumeurs les plus folles. Certains disent qu'il abrite des salles de serveurs contenant les preuves du chantage global. Epstein s'assure que personne ne puisse s'échapper de son cercle d'influence sans être détruit. Le financement de cet empire provient de sources de plus en plus opaques. Il se présente comme un philanthrope alors qu'il construit une prison dorée pour l'élite. Les agences de renseignement commencent enfin à s'intéresser à l'ampleur du trafic. Les dossiers s'empilent, mais les interventions sont systématiquement bloquées en haut lieu. L'impunité semble totale pour l'homme qui en savait trop sur les puissants. Cependant, une première faille apparaît dans le système de défense de Palm Beach. Un inspecteur tenace refuse de classer l'affaire malgré les pressions politiques. Les fondations de l'empire Epstein commencent à trembler imperceptiblement. Le Lolita Express s'apprête à effectuer son dernier voyage avant que le scandale n'éclate. Des documents compromettants sont déplacés en urgence vers des coffres-forts secrets. La justice se rapproche, mais l'ombre d'un accord secret plane déjà sur l'enquête. Ce que les enquêteurs vont découvrir dans la chambre forte de Manhattan dépasse l'entendement humain. Les portes de la chambre forte de Manhattan s'ouvrent sur un inventaire qui va changer le cours de l'histoire judiciaire. En 2005, une plainte anonyme à Palm Beach commence à fissurer le vernis de protection entourant le milliardaire. Les enquêteurs locaux découvrent que des jeunes filles entrent et sortent de la résidence d'Epstein à un rythme industriel. Le détective Joseph Recarré commence à compiler des témoignages qui dépeignent un système de recrutement parfaitement huilé. Chaque victime interrogée décrit le même rituel macabre sous couvert de massage thérapeutique. La police de Palm Beach réalise rapidement que le suspect n'est pas un citoyen ordinaire. Des pressions politiques commencent à se faire sentir dès que le nom de ses invités célèbres apparaît dans les registres. Epstein utilise sa fortune pour engager l'équipe de défense la plus puissante jamais assemblée aux États-Unis. Des détectives privés sont envoyés pour intimider les familles des victimes et les réduire au silence.
Malgré des preuves accablantes, le FBI semble étrangement hésitant à prendre le contrôle total de l'affaire. En 2007, le procureur fédéral Alexander Acosta entre en scène pour négocier le destin d'Epstein. Des réunions secrètes se tiennent loin des regards des victimes et de leurs avocats. Un accord de non-poursuite secret est rédigé, offrant à Epstein une issue de secours incroyable. Ce document stipule qu'Epstein plaidera coupable d'une seule accusation mineure de sollicitation de prostitution. Plus incroyable encore, l'accord immunise tous les complices non identifiés de Jeffrey Epstein. Les victimes ne sont même pas informées que l'homme qui a ruiné leur vie va échapper à la prison fédérale. Epstein est condamné en 2008 à seulement 13 mois dans une prison de comté en Floride. Mais sa détention ne ressemble à aucune autre peine jamais purgée par un délinquant sexuel. Il bénéficie d'un programme de libération pour le travail qui lui permet de passer 12 heures par jour dans son propre bureau. Des témoins affirment que le trafic continuait même durant ces heures de liberté surveillée. Ghislaine Maxwell, restée dans l'ombre pendant le procès, continue de gérer les affaires courantes du prédateur. Mais à l'extérieur, un avocat nommé Bradley Edwards jure de ne jamais abandonner les victimes oubliées. Edwards commence à déposer des poursuites civiles pour contourner l'immunité accordée par le gouvernement. Chaque dépôt de plainte est une bataille contre une armée d'avocats payés à prix d'or. Epstein sort de prison en 2009, persuadé que son influence l'a rendu intouchable pour toujours. Il réintègre immédiatement les cercles de la haute société, voyageant de nouveau à bord de son jet privé. Des photos de cette époque le montrent aux côtés de scientifiques renommés et de têtes couronnées. L'ombre de l'île de Little St. James plane toujours sur les Caraïbes, comme un sanctuaire d'impunité. En 2011, des fuites commencent à révéler l'étendue des relations d'Epstein avec le prince Andrew. Le scandale commence à traverser l'Atlantique, mais les protections politiques tiennent bon. Les victimes voient leurs bourreaux mener une vie de luxe absolue pendant qu'elles luttent contre leur traumatisme. Le vent commence à tourner avec l'émergence de nouveaux mouvements sociaux réclamant justice pour les agressions sexuelles. En 2018, la journaliste Julie K. Brown du Miami Herald commence à déterrer les secrets de l'accord de 2008. Elle contacte les victimes une par une, reconstruisant patiemment le puzzle de la trahison judiciaire. Ces articles révèlent au monde entier comment la justice américaine a protégé un prédateur pour épargner les puissants. La pression publique devient insoutenable pour le département de la justice à Washington. Alexander Acosta est forcé de s'expliquer lors d'une conférence de presse mémorable. En juillet 2019, l'impensable se produit, Epstein est arrêté à son retour de France à l'aéroport de Teterboro. Cette fois, aucune négociation secrète ne pourra le sauver de l'indignation mondiale. Mais alors qu'il attend son procès, une série d'événements inexplicables commence à se produire dans sa cellule. Des gardiens sont soudainement mutés et les protocoles de surveillance habituels sont ignorés. Dans le silence de la nuit, une ombre pénètre dans le bloc de haute sécurité, portant avec elle les secrets de l'élite mondiale. Le silence de la cellule de haute sécurité n'était que le prélude à une tempête médiatique sans précédent. Les caméras de surveillance s'étaient mystérieusement éteintes au moment le plus crucial de l'histoire judiciaire. Malgré la disparition de l'accusé principal, le mouvement MeToo a insufflé un courage nouveau aux survivantes. Les victimes ont refusé d'être réduites au silence par les clauses de confidentialité du passé. Le FBI a lancé une opération d'envergure pour perquisitionner l'île de Little St. James. Derrière les murs du Temple Bleu, les enquêteurs ont découvert des serveurs informatiques dissimulés. Ghislaine Maxwell est devenue la figure centrale de la colère publique alors qu'elle tentait de se cacher. Son arrestation en juillet 2020 a marqué le début de la fin pour le réseau de complicité. Le procès de 2021 a exposé au monde entier les détails sordides du système de recrutement. Des témoignages déchirants ont résonné dans la salle d'audience, brisant des décennies de mensonges. La condamnation à 20 ans de prison pour Maxwell a offert une première forme de justice. Cependant, la question des complices haut placés demeurait une blessure ouverte dans l'opinion publique. Les noms de politiciens et de milliardaires commençaient à fuiter à travers des documents juridiques caviardés. En 2024, une pression politique sans précédent a forcé la déclassification totale des dossiers de justice. Les archives de 2026 ont révélé l'ampleur systémique de l'influence d'Epstein sur les institutions mondiales. Chaque page révélait des transactions financières déguisées en dons philanthropiques. La trahison des élites envers les plus vulnérables est apparue comme une vérité indiscutable. Les avocats des victimes ont travaillé sans relâche pour obtenir des compensations financières historiques. Le fonds d'indemnisation a finalement permis à des centaines de femmes de reconstruire leur vie. L'île de Little St. James, autrefois symbole de terreur, a été mise en vente pour effacer son passé.
Les structures bleues et or ont commencé à se dégrader sous l'effet du sel et de l'abandon. Les historiens considèrent désormais l'affaire Epstein comme le plus grand scandale de corruption du XXIe siècle. Pourtant, le mystère de sa mort en cellule continue de nourrir les théories les plus sombres. La justice a prouvé que personne, même le plus riche, n'est totalement au-dessus des lois. Chaque document déclassifié a agi comme une brique retirée du mur du secret. Les réseaux sociaux ont permis une vigilance citoyenne qui a empêché l'étouffement de l'affaire. La mémoire des victimes est désormais protégée par une vérité gravée dans le marbre judiciaire. En 2026, le chapitre final a été écrit avec la publication du rapport d'enquête définitif. Les noms qui étaient autrefois chuchotés sont maintenant affichés dans les archives publiques. La paix revient doucement sur les côtes vierges de l'archipel des îles Vierges. Mais les cicatrices invisibles laissées par Epstein ne s'effaceront jamais complètement. La résilience humaine a triomphé de la noirceur la plus absolue. Le monde a appris qu'un monstre ne peut prospérer que si l'indifférence le permet. Les enquêteurs continuent de traquer les derniers comptes bancaires liés au réseau. L'empire de l'horreur s'est effondré comme un château de cartes sous le poids de la vérité. Les documentaires comme celui-ci servent de rappel pour les générations futures. Plus jamais un tel réseau ne pourra opérer dans l'ombre sans être défié. La vigilance reste notre seule arme contre la corruption des puissants. Les survivants peuvent enfin regarder vers l'avenir avec la tête haute. Les secrets de l'île sont désormais exposés à la lumière implacable de la justice. L'histoire de Jeffrey Epstein se termine ici, mais la quête de vérité ne s'arrête jamais.